Il est 12h45. Merci d'être au rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire. Le goussi est un condiment qui donne de la saveur au plat. Cet ingrédient de cuisine est-il encore produit au Bénin? Nous le saurons dans un instant. Le cancer de la prostate, on en parle encore avec le dépistage et les traitements requis. L'huile de vidange après usage se retrouve dans la nature et pollue l'environnement. Le recyclage de ces huiles serait la solution. Qui d'entre vous est déjà resté sur sa faim quand on lui a servi une sauce qui manque du goussi? Même s'il n'est pas admis dans toutes les sauces, le goussi, communément appelé sésame sous nos cieux, on rajoute à la saveur des plats. Mais il se fait de plus en plus rare et on se demande si le Bénin en produit encore. Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain pour le constat. Le sésame occupe une place de choix dans les produits agricoles. En 2016, sa culture en Afrique de l'Ouest a connu une nette amélioration, notamment au Sénégal et au Nigeria qui ont respectivement produit 5 000 et 290 000 tonnes. Au Bénin, malgré les terres disponibles, la culture peine à décoller. L'absence d'une bonne politique pour susciter l'intérêt de sa production fait également du sésame le parent pauvre de l'agriculture. Il est vendu en petite quantité sur les étalages dans les marchés de la place. Mais avant, les graines de sésame passent par ici où elles sont moulues. Les vendeuses ont plusieurs sources d'approvisionnement et y trouvent leur profit. Le sésame sert à agrémenter les sauces. Il sert également dans la pâtisserie et peut être transformé en huile. Rendre disponibles les semences et encourager sa production serait profitable aux agriculteurs puisque le sésame peut être si précieux. Le cancer de la prostate est devenu le cancer le plus fréquent et la deuxième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Selon certaines sources, un homme sur 8 a un risque de découverte d'un cancer de la prostate au cours de sa vie. Mais comment se fait le dépistage du cancer de la prostate et quels sont les possibles traitements? Ulvaïs Balogun et Calvador Awanou se sont rapprochés d'un neurologue pour en savoir davantage. On l'écoute. Le dépistage consiste à ce qu'un homme qui a 50 ans, prenons le cas le plus commun, qui a 50 ans, va voir son médecin. Ça peut être son médecin d'entreprise, médecin de cabinet médical, public ou privé, ou bien un neurologue. Et ce dernier lui fait faire des examens sanguins, lui fait faire un examen clinique que nous appelons toucher rectal. Et ce monsieur, à la fin, va lui dire, monsieur, rendez-vous dans 5 ans, dans 2 ans. S'il pense qu'il y a un cancer, il va faire un examen plus approfondi. Il va prélever la prostate. Et ça, c'est les neurologues qui le font. Et ce prélèvement va être envoyé chez un médecin qu'on appelle médecin pathologiste qui va examiner au microscope et y retrouver les cancers. S'il lui retrouve qu'il y a cancer, c'est le cancer sur le prélèvement, il dira, monsieur, vous avez un cancer. Le traitement mobilise plusieurs moyens. Il y a des gens qui sont avec le cancer, on ne leur fait rien comme traitement, on surveille. Parce qu'ils ont un certain âge, où on estime que ce n'est pas le cancer qui est l'urgence. Un patient qui a un AVC,
qui est paraplégique, qui a les quatre membres ne marchent pas. Selon le cas que le médecin évalue, il y a des patients, le cancer n'est pas la priorité pour le moment parce que, ou bien un patient qui a une maladie du cœur grave, c'est son cœur qui va s'arrêter, il peut l'emporter. Donc, selon le cas, on peut dire, on ne fait rien, on surveille. Certains qui ont la phobie de la chirurgie, ils ont eu beaucoup d'informations dans les médias, ils ont eu des parents qui ont été opérés, ils ont eu peur, mais ils ont eu peur. Ils disent, je ne veux pas d'opération. Ceux-là, on les surveille régulièrement, on fait les tests et on attend le moment critique pour décider de les opérer. Deuxième groupe, c'est les gens chez qui la maladie est diagnostiquée. Ils sont prêts pour l'opération. Ceux-là, il y a deux moyens. Il y a la chirurgie qui consiste à enlever toute la prostate parce que la maladie est localement, elle ne concerne que la prostate. Elle n'a pas débordé la prostate. Ceux-là, il y a deux moyens pour traiter. Nous avons la chirurgie radicale, où il faut enlever la prostate. Et puis il y a la radiothérapie, où on va irradier la prostate localement. Et donc on va tuer les cellules cancéreuses dans la prostate sans l'enlever. Au Bénin, nous n'avons que la chirurgie comme moyen disponible. La radiothérapie, nous l'espérons de tout neveu. Troisième phase de la maladie, le cancer a dépassé la prostate et elle a commencé à être difficile dans l'organisme. À ce moment, la chirurgie n'est plus suffisante. Il faudra ajouter des médicaments qui sont parfois chers. Il faudra ajouter parfois la radiothérapie et parfois d'autres petits médicaments qui se complètent. Là, le coût est plus cher, plus élevé quand la maladie est avancée. Mais il faut dire qu'à cet âge-là, il y a des patients qui sont âgés qui font 20 ans avec le cancer. Donc, parfois, c'est une maladie qui évolue très lentement chez les personnes âgées. L'huile de vidange usagée se retrouve le plus souvent dans les caniveaux et autres artères après utilisation. Cela détruit progressivement la berge lagunaire et l'écosystème. Pour remédier à cette situation, le professeur Paul Agosado, enseignant à l'Université d'Abomey-Calabi, prône le recyclage de ces huiles. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. La solution la plus simple, c'est d'aller faire le recyclage de cette huile de vidange. Pour moi, il n'y a pas de solution autre que ça. C'est de recycler, donc changer de cycle. Cette huile de vidange qui contient des éléments polluants, cette huile peut être transformée encore, on peut dépolluer cette huile-là, lui ajouter encore de l'huile qui va la rendre plus épaisse et réutiliser. Ce que nous achetons dans les bidons, ne pensons pas que c'est de l'huile de premier choix. Non, ce n'est pas vrai. En Europe, lorsque vous produisez de l'huile, systématiquement, vous devez recycler. Vous devez apporter la preuve que vous avez recyclé au moins le tiers de la quantité d'huile que vous avez à produire. Alors pourquoi nous, lorsque les huiles recyclées arrivent chez nous, pourquoi nous ne pouvons pas à nouveau les recycler? Et je pense que la solution pour moi, c'est d'aller carrément au recyclage. Le garagiste doit nécessairement déposer l'huile quelque part. S'il ne creuse pas un trou pour verser l'huile dedans, il va verser dans les caniveaux. Donc moi, je pense que c'est à un niveau très élevé qu'on doit régler le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on a conduit les gens à installer une usine de recyclage d'huile? Si c'était le cas, on va simplement demander aux garagistes de trouver des bidons dans lesquels on va collecter l'huile de vidange et on va commencer vers la structure de recyclage. Mais sinon, on sera tout dans le schéma. Ils vont creuser le trou et verser ça dedans. Donc, si le garagiste ne sait pas là où il va verser son huile, il va verser dans les caniveaux. Ça, c'est à coup sûr. Il faut nécessairement trouver quelque part où le garagiste va verser son huile. Et je pense que au lieu d'aller accuser les garagistes pour dire que c'est eux qui versent de l'huile partout, non. Non, ils doivent verser l'huile nécessairement verser l'huile quelque part. Et sur quelque part, ils ne le trouvent pas. Si vous ne trouvez pas de poubelle aux élèves, ils vont manger, ils vont jeter le papier par terre. Et vous allez croire que c'est les élèves qui sont sales. C'est vrai, on peut dire qu'il y a absence de propreté. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de poubelle que les enfants ne peuvent pas faire autrement que de jeter le papier par terre. Donc, les garagistes, on doit penser à la formule de collecte de l'huile de vidange auprès d'eux. Et cette huile collectée auprès de ces gens-là seront traitées donc, dans le cadre du recyclage de l'huile de vidange. À présent, rien que pour les voitures, nous avons au moins 10 millions de litres d'huile à moteur qu'on utilise par an. Au moins 10 millions. Ça, ce n'est que pour les voitures. Mais lorsqu'on sera aux motos, aux engins, avec tout ce que nous avons comme engin au Bénin, lorsqu'on sera au groupe électrogène, et lorsqu'on sera dans le domaine de l'industrie, avec les machines de l'industrie, je suis en train d'imaginer quelle est la quantité d'huile que
que nous utilisons par an au Bénin. Alors, qu'est-ce que cela donne? Nous sommes certains que nous sommes en train de créer notre propre, nous sommes en train de créer notre tombe. S'il n'y a pas, c'est une calamité. Page internationale à présent, au Ghana, la Banque mondiale conseille de réduire les importations de produits alimentaires afin de revitaliser l'économie. Selon le directeur de la Banque mondiale pour le Ghana, cette mesure devrait contribuer à améliorer l'économie du pays. Il faut noter que le gouvernement ghanéen, à travers son programme phare Planté pour l'alimentation et l'emploi, mène actuellement une campagne pour transformer les terres agricoles en un énorme panier alimentaire qui permettra de réduire drastiquement la facture des importations de nourriture du pays. Bientôt, une vaste zone de protection marine aux Seychelles, une mesure annoncée par le gouvernement pour préserver ses eaux essentielles au développement de son économie. Cette réserve d'une superficie de 210 000 km² s'inscrit dans un concept économie bleue, dans lequel cet archipel très dépendant de la pêche et du tourisme veut baser son économie. D'ici 2020, près d'un tiers de ces eaux seront protégées. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h45.